France Gall avait tout pour sembler heureuse. Une voix douce, un visage que toute la France connaissait, et des chansons qui avaient accompagné plusieurs générations. Derrière cette lumière pourtant, certaines blessures ne s'étaient jamais vraiment refermées. Lorsqu'elle meurt à 70 ans, elle laisse l'image d'une femme discrète, presque retirée du monde. Mais son silence ne voulait pas dire que tout était pardonné. Certains noms restaient liés à des souvenirs trop lourds pour elle. Le premier était Serge Gainsbourg, celui qui avait joué avec son innocence quand elle croyait encore chanter une chanson légère. Et ce n'était que le début. Il y en avait 4 autres. Pour comprendre cette colère froide, il faut revenir au moment où tout a commencé. France était encore très jeune. Autour d'elle, les adultes avaient déjà compris ce qu'elle chantait réellement. Elle, non. France Gall s'appelait en réalité Isabelle. Elle naît en 1947 dans une famille où la musique est partout. Son père écrit pour Édith Piaf et pour Charles Aznavour. Très jeune, elle enregistre. Très jeune, elle gagne. En 1965, elle a 17 ans et elle remporte l'Eurovision pour le Luxembourg avec Poupée de cire, Poupée de son, une chanson de Serge Gainsbourg. Du jour au lendemain, elle devient l'un des visages du mouvement Yeah. C'est aussi Serge Gainsbourg qui lui apporte la blessure la plus précoce. Peu de temps après, il lui propose une nouvelle chanson, Les Sucettes. Pour elle, c'est une chanson légère sur une petite fille qui aime les bonbons. Elle la chante avec son air innocent. Elle ne comprend pas le double sens. Elle ne le comprend que plus tard, quand la chanson passe à la télévision et que le public rit. Autour d'elle, les adultes avaient compris depuis le début. Ce jour-là, France comprend qu'on s'est servi de son innocence sans la prévenir. Elle se sent exposée. Elle se sent trahie. Le premier nom était Serge Gainsbourg. Après l'épisode des Sucettes, France veut changer. Elle ne veut plus qu'on écrive à sa place. Elle veut qu'on la respecte comme une femme, pas seulement comme une voix. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Michel Berger. Il ne lui propose pas une chanson de plus. Il lui propose un univers. Il écrit pour elle des mots qui lui ressemblent, la déclaration d'amour. Résiste. Elle l'a, elle l'a. Ils se marient. Ils ont 2 enfants, Pauline et Raphaël. Pour la première fois, France a l'impression que sa vie privée et sa musique vont dans la même direction. Elle croit alors que le plus dur est derrière elle, que l'époque où on décidait à sa place est terminée. Elle ne sait pas encore que c'est justement cet équilibre-là que les autres vont vouloir utiliser après. Le 29 juillet 1992, Michel Berger meurt brutalement d'une crise cardiaque. Il a 44 ans. En quelques heures, tout s'effondre. France ne perd pas seulement son mari, elle perd son partenaire de travail, celui qui avait protégé son image, celui qui choisissait avec elle ce qu'elle voulait chanter et ce qu'elle refusait de chanter. Quelques mois plus tard, on lui diagnostique un cancer. Elle se bat, elle enregistre Double jeu, un album qu'elle avait commencé avec Michel. Elle le termine seule. C'est sa manière de tenir une promesse. Puis vient l'autre épreuve. Sa fille Pauline est atteinte de mucoviscidose depuis l'enfance. La maladie évolue. France arrête presque tout pour être auprès d'elle. Pauline meurt en décembre 1997. Elle a 19 ans. En 5 ans, France a perdu son mari et sa fille. Elle s'est battue contre la maladie. Elle a tenu debout pour son fils Raphaël. Alors elle fait un choix que beaucoup n'ont pas compris à l'époque. Elle quitte la scène. Elle part vivre une partie de l'année au Sénégal, loin des caméras. Puis elle revient à Paris et choisit le silence. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une façon de garder ce qui lui reste, sa vie privée, le souvenir de Michel, le souvenir de Pauline. Et c'est précisément à ce moment-là, quand elle ne veut plus se montrer, que d'autres vont vouloir se montrer à sa place en utilisant ses chansons. Quand France revient à Paris, elle découvre une chose qui la blesse profondément. Un soir, elle allume la télévision. Elle voit une jeune chanteuse interpréter une chanson de Michel Berger. Elle n'a pas été prévenue. Personne ne lui a demandé son accord. Pour le public, c'est un hommage. Pour elle, c'est une porte que l'on a ouverte sans frapper. Le deuxième nom est Jennifer. Quelques mois après sa victoire à la Star Academy, Jennifer reprend une chanson liée à l'histoire de France et Michel.
Elle dit qu'elle admire France. Elle pense bien faire. Mais France n'a jamais voulu que son histoire personnelle serve de décor à une émission. Le troisième nom est Laham. Elle participe à une soirée où tout le répertoire de Michel Berger est repris. Elle chante avec cœur. Là encore, France n'est pas contre la chanson. Elle est contre le fait d'apprendre à la télévision ce que l'on fait de la mémoire de son mari. Le quatrième nom n'est pas une seule personne. Ce sont les producteurs qui préparent des albums posthumes à partir de maquettes inachevées de Michel. France entend une maquette que Michel n'avait jamais voulu sortir. Pour elle, ce n'est pas un cadeau pour le public. C'est une décision prise à sa place sur le travail de son mari, alors qu'il ne peut plus dire non. À chaque fois, ce n'est pas la chanson qui pose problème. C'est le fait qu'on ne lui demande rien. On décide de ce que son nom doit signer. Le cinquième nom est plus large. C'est une partie de la presse. France n'a jamais aimé parler de sa douleur. Après la mort de Michel, après la mort de Pauline, des journalistes viennent frapper à sa porte. Ils veulent une interview sur son deuil. Ils veulent une photo d'elle triste. Un jour, elle ouvre un magazine. Elle y voit une photo de sa maison au Sénégal. On raconte qu'elle s'est isolée parce qu'elle ne supporte plus la France. Ce n'est pas vrai. Elle s'est isolée parce qu'elle veut protéger son fils. Un autre jour, on titre sur son silence comme s'il s'agissait d'un caprice, comme si se taire était une faute. Pour France, ce n'est pas seulement une atteinte à son intimité. C'est la même mécanique que depuis ses 18 ans. Quelqu'un d'autre décide à sa place de ce que son histoire veut dire. Elle répond alors par ce qu'elle a toujours fait quand elle se sentait trahie. Elle ferme la porte. Elle ne répond plus au téléphone. Elle refuse les plateaux. Ce n'est pas de la rancune contre tout le monde. C'est une manière de dire que certaines douleurs ne sont pas faites pour être racontées chaque semaine. Voici donc les 5 noms. Serge Gainsbourg qui avait joué avec son innocence. Jennifer qui voulait rendre hommage sans prévenir. Laham qui a repris le répertoire sans qu'on lui demande son avis. Les producteurs qui ont voulu finir à sa place le travail de Michel. Et une presse qui a transformé son silence en histoire. 5 situations différentes. Mais une seule blessure qui revient. Dans les dernières années de sa vie, France Gall parle de moins en moins. Elle ne cherche plus à corriger chaque article. Elle partage son temps entre Paris et le Sénégal. De l'extérieur, ce retrait peut ressembler à une défaite. Ce n'en est pas une. France n'a jamais laissé une liste officielle de 5 ennemis. Serge Gainsbourg, Jennifer, Laham, les producteurs et la presse n'avaient pas la même intention. Mais à chaque fois, quelqu'un avait décidé à sa place de ce que son image ou sa musique devait signifier. À 18 ans, elle n'avait pas compris le double sens d'une chanson qu'on lui faisait chanter. À 60 ans, elle comprenait parfaitement ce qui se passait autour d'elle. Et cette fois, elle a refusé de laisser les autres choisir. France Gall meurt le 7 janvier 2018 à 70 ans. Elle laisse des chansons que la France continue d'aimer. Et elle laisse une dernière leçon très simple. Elle n'a pas tout oublié. Elle n'a peut-être pas tout pardonné. Mais jusqu'à la fin, elle a gardé ce que personne ne pouvait encore lui prendre. Le droit de fermer la porte.